Et si je vous disais que les plantes que vous arrachez de votre jardin, que vous aspergez de produits chimiques et que vous jetez à la poubelle sont parmi les remèdes les plus puissants de la planète? Des plantes vénérées par les guérisseurs de l'Antiquité, qui ont nourri et soigné des civilisations entières, qui ont prospéré discrètement à travers chaque guerre, chaque épidémie, chaque révolution médicale, et qui poussent encore aujourd'hui dans votre jardin, attendant que vous les remarquiez. La plupart des gens l'ignorent, mais tandis que l'industrie pharmaceutique dépense des milliards pour vous convaincre que la guérison nécessite une ordonnance, la nature, elle, dépose des remèdes gratuits à votre porte à chaque saison. Et aujourd'hui, je vais vous montrer 20 de ces plantes, celles qui se cachent à la vue de tous, sous forme de soi-disant mauvaises herbes, et qui changeront complètement votre regard sur le sol sous vos pieds. Restez dans les parages, car le numéro 8 de cette liste est tellement riche en minéraux et en composés anti-inflammatoires que les guérisseurs traditionnels l'utilisaient pour tout, de l'arthrite aux allergies. Et la science moderne vient de confirmer pourquoi cela fonctionne. Et la plante numéro 20 est l'une des plus sous-estimées au monde, utilisée depuis des siècles pour renforcer les vaisseaux sanguins et raffermir les tissus endommagés. Et il est probablement en train de pousser à travers une fissure dans votre trottoir, en ce moment même. N'oubliez pas de vous abonner, car nous publions chaque semaine de nouvelles vidéos qui vous permettront d'économiser de l'argent, d'améliorer votre santé et de renouer avec le type de connaissances qui se transmettaient autrefois de grand-mère en petit enfant. Cette chaîne s'est brisée. Nous sommes là pour régler le problème. Entrons dans le vif du sujet. Voici 20 mauvaises herbes communes, qui sont en réalité de puissants remèdes, classés d'impressionnantes à absolument incroyables. Numéro 1, le pissenlit, bureau de Taraxacum, l'herbe qui soigne votre foie. Commençons par celle que tout le monde connaît et que presque tout le monde comprend mal. Pissenlit, celle que les gens tentent d'éliminer en dépensant des centaines de dollars en herbicides. Celle qui revient sans cesse, quoi que vous fassiez, car la nature n'abandonne pas facilement ses remèdes les plus précieux. Les organes Takum sont utilisés depuis des siècles dans la médecine traditionnelle chinoise, amérindienne et européenne. Et contrairement à de nombreux remèdes traditionnels, le pissenlit a suscité un sérieux intérêt scientifique moderne. Voici ce que la plupart des gens ignorent. Chaque partie de cette plante possède des propriétés médicinales. La racine, les feuilles, les fleurs, la sève blanche laiteuse. Les feuilles constituent l'un des diurétiques naturels les plus puissants. Ils aident vos reins à éliminer l'excès de eau et les déchets sans éliminer le potassium comme le font les diurétiques pharmaceutiques. En fait, la feuille de pissenlit est si riche en potassium qu'elle remplace ce qu'elle absorbe, chose que les drogues de synthèse ne font tout simplement pas. Des études cliniques confirment les véritables effets diurétiques de l'extrait de feuilles de pissenlit. Mais c'est au niveau des racines que la magie du foie opère. La racine de pissenlit contient des composés amers appelés théracine et théracine, qui stimulent la production de bile dans le foie et la vésicule biliaire. Plus de bile signifie une meilleure digestion des graisses, une meilleure élimination des toxines et un foie qui fonctionne correctement au lieu de ralentir. Les herboristes traditionnels le considéraient comme l'un des meilleurs toniques pour le foie, et la recherche moderne commence à le confirmer. De plus, le pissenlit regorge de vitamines A, C et K. Il contient plus de vitamine A que les carottes, plus de vitamine C que les tomates, et son profil minéral rivalise avec celui de la plupart des légumes verts cultivés. Voici l'utilisation traditionnelle. Sont légèrement amères et excellentes en salade. La racine peut être torréfiée et infusée comme un substitut de café qui soutient en réalité la fonction hépatique. On peut utiliser ces fleurs pour faire du thé ou les faire infuser dans de l'huile. Le pissenlit a été déclaré mauvaise herbe dès l'instant où nous avons décidé que les pelouses vertes comptaient plus que la santé des corps. L'industrie pharmaceutique n'a pas fait disparaître ce savoir. La culture de l'entretien des pelouses, oui,
Mais le pissenlit n'a jamais cessé de pousser et il n'a jamais cessé de guérir. Imaginez une plante qui refuse d'être oubliée, peu importe le nombre de fois où vous avez essayé de la tuer. Numéro 2, le plantain, plantain major. La trousse de premier secours en bord de sentier. C'est la plante devant laquelle littéralement tout le monde est passé des milliers de fois sans jamais la remarquer. Mauvaise herbe plantain. Non pas le fruit ressemblant à une banane, mais la mauvaise herbe basse aux feuilles ovales nervurées et aux fines hampes florales qui poussent dans les pelouses, le long des sentiers et dans chaque parcelle de terre remuée que vous avez jamais foulée. Plantégo major était surnommé « l'empreinte de l'homme blanc » par les Amérindiens, car il semblait surgir partout où passaient les colons européens. Mais ces mêmes Amérindiens ont rapidement appris que cette humble plante pouvait soigner les coupures, les brûlures, les piqûres d'insectes et les infections mieux que presque tout ce qu'on pouvait trouver sur le sentier. Les recherches modernes le confirment pleinement. Des études montrent que le plantain possède de véritables propriétés cicatrisantes, anti-inflammatoires et antimicrobiennes. Les feuilles contiennent des composés, l'aucupine, l'allantoïne et le mucilage, qui apaisent l'inflammation, arrêtent les saignements mineurs, éliminent les toxines et combattent simultanément l'infection. Un essai clinique a démontré que la pommade améliorait la cicatrisation des brûlures secondaires mieux que le traitement standard seul. Ce n'est pas une superstition populaire. Il s'agit d'une science validée par des pairs qui confirme ce que les guérisseurs autochtones savaient il y a des siècles. Voici l'utilisation traditionnelle. Vous prenez une feuille fraîche, vous la mâchez brièvement pour briser les parois cellulaires, ou vous la froissez simplement entre vos doigts et vous l'appliquez directement sur une coupure, une piqûre ou une morsure. En quelques minutes, la douleur et l'enflure commencent à diminuer. Elle extrait le venin des piqûres d'abeilles, apaise les morsures de fourmis de feu et protège les petites plaies contre l'infection. Tout cela grâce à une plante que vous tondez probablement toutes les semaines. Le plantain a été oublié parce que c'est une mauvaise herbe. C'est courant. C'est partout. Et on nous a appris à croire que les médicaments devraient être rares et chers, et non pas poussés dans les fissures de nos trottoirs. Imaginez-le comme un service d'urgence qui vous suit littéralement partout où vous allez, attendant à vos pieds le moment où vous en aurez besoin. Numéro 3. Le mouron des oiseaux. Stellaria media. Le herbe rafraîchissante que votre peau attendait. Le mouron des oiseaux est cette petite plante délicate, aux minuscules fleurs blanches en forme d'étoile. La plupart des jardiniers le considèrent comme une nuisance. Les guérisseurs traditionnels le considéraient comme un cadeau. La Stellaria media est utilisée depuis longtemps comme plante rafraîchissante et apaisante, notamment pour les affections cutanées chaudes, irritées et enflammées, l'eczéma, le psoriasis, l'urticaire, les éruptions cutanées et les brûlures dues aux piqûres d'insectes. Pour toutes les affections cutanées où la chaleur et l'inflammation sont en cause, le mouron des oiseaux a toujours été la solution. Cette plante est riche en saponine, en cumin et en flavonoïdes, qui ont démontré des propriétés anti-inflammatoires et apaisantes pour la peau. Les herboristes le décrivent comme l'un des meilleurs remèdes externes contre les démangeaisons persistantes, en particulier celles associées à l'eczéma qui pousse les gens à se gratter toute la nuit. La préparation traditionnelle est simple. Enveloppez du mouron des oiseaux frais dans un linge, faites-le infuser dans de l'eau tiède et appliquez-le comme un pu directement sur la peau irritée et enflammée, ou faites infuser la plante fraîche dans de l'huile pour en faire un baume. La sensation de fraîcheur est immédiate. Pour les personnes souffrant d'inflammation cutanée chronique, cette plante offre un soulagement sans les crèmes stéroïdes, qui amincissent la peau au fil du temps. Outre son utilisation pour la peau, le mouron des oiseaux est également l'une des plantes sauvages comestibles les plus nutritives. Elle est riche en vitamines C et B, ainsi qu'en minéraux, notamment en calcium, en magnésium et en fer, lorsque les jardins sont encore nus.
Le mouron des oiseaux a été oublié parce qu'il est minuscule, délicat et facile à négliger. Mais pour les peaux qui brûlent, qui démangent et qui réclament à grands cris un soulagement, le mouron des oiseaux continue de pousser tranquillement, de se rafraîchir, attendant toujours d'être rappelé. C'est la plante qui semble n'avoir aucune importance jusqu'à ce que votre peau soit en feu et que plus rien d'autre ne fonctionne. Numéro 4. Boarctium lapa. Le purificateur de sang qui régénère de l'intérieur vers l'extérieur. Berdo est la plante aux feuilles géantes et aux graines collantes qui s'accrochent aux vêtements et au pelage des chiens chaque automne. La plante qui a inspiré le velcro est, plus importante encore, l'une des plantes purificatrices du sang les plus respectées de l'histoire de la médecine traditionnelle. L'Arctium lapa est profondément enraciné dans l'herboristerie chinoise, japonaise et européenne, où les anciens herboristes l'appelaient un altératif, une plante qui améliore progressivement la qualité du sang et aide le corps à éliminer plus efficacement les déchets. Plus précisément, la racine de boc est utilisée depuis des siècles pour traiter des affections cutanées chroniques comme l'acné, le psoriasis et l'eczéma, pour soutenir la fonction hépatique et pour détoxifier le système lymphatique. Les recherches modernes ont identifié l'inuline, une fibre prébiotique, comme un des composés clés du BO, ainsi que des glycosides amers et des polyacétylines qui soutiennent la fonction hépatique et ont démontré des effets antimicrobiens et anti-inflammatoires. Des études suggèrent que la racine de bérot soutient les voies de détoxification du foie et a démontré des effets protecteurs contre les lésions hépatiques. Voici pourquoi la connexion cutanée traditionnelle est logique. Lorsque votre foie est paresseux et que votre système lymphatique est congestionné, cette stagnation se manifeste souvent d'abord sur votre peau. Berdo agit en amont, en soutenant les organes d'élimination afin que la peau cesse de tenter de compenser. Les herboristes traditionnels considéraient l'acné et les éruptions cutanées chroniques comme des signes que les systèmes de purification interne du corps avaient besoin d'aide. Berdo fut leur réponse. La racine est comestible et est même consommée comme légume au Japon, où elle est appelée gobo, et où elle est appréciée à la fois comme aliment et comme remède. Vous pouvez préparer une infusion de racine de boc, la consommer sous forme de teinture ou simplement la manger grillée ou en soupe. Berdo est tombé dans l'oubli en Occident lorsque la dermatologie a décidé que les problèmes de peau étaient un problème superficiel, qu'il valait mieux traiter avec des crèmes topiques plutôt qu'avec des causes internes. Mais pour les affections cutanées chroniques et tenaces qui réapparaissent sans cesse malgré tous les traitements, le BO continue de pousser dans les champs et les haies. Agit encore plus profondément que la plupart des traitements modernes n'osent aller. Numéro 5. Le trèfle rouge. Trifolium pratens. La médecine traditionnelle se cache dans chaque prairie. Le trèfle rouge est si commun que la plupart des gens le considèrent comme une simple mauvaise herbe de pelouse. Mais le Trifolium pratens est utilisé en médecine depuis des siècles, notamment pour les affections cutanées, l'inflammation chronique et la santé des femmes. Les fleurs contiennent des isoflavones, des composés végétaux aux légers effets œstrogéniques. De nombreuses études cliniques ont validé leurs bienfaits sur les symptômes de la ménopause, notamment les bouffées de chaleur et les sueurs nocturnes. Pour les femmes qui traversent les bouleversements hormonaux de la préménopause et de la ménopause sans vouloir recourir immédiatement à un traitement hormonal substitutif, Red Clover offre un point de départ doux et fondé sur des preuves. Outre son action sur le soutien hormonal, cette plante est traditionnellement utilisée comme purificateur sanguin, aidant le foie et le système lymphatique à traiter et éliminer les déchets, ainsi que comme remède externe contre les affections cutanées chroniques. Ces fleurs sont riches en antioxydants et possèdent des propriétés anti-inflammatoires que les herboristes traditionnels utilisaient par voie topique et interne pour traiter l'eczéma et le psoriasis. La préparation ne pourrait être plus simple.
Récoltez les fleurs dans les zones non traitées aux pesticides, faites-les sécher et préparez une infusion. Son goût est doux et légèrement sucré. L'un des t-shirts médicinaux les plus agréables disponibles. La consommation régulière de thé pendant des semaines ou des mois constitue l'approche traditionnelle pour les affections chroniques. Ce n'est pas une solution miracle. C'est un remède doux et nourrissant qui agit progressivement. Le trèfle rouge a été oublié tout simplement parce qu'il est partout et gratuit. On nous a appris à croire que les vrais médicaments doivent se présenter dans une bouteille avec un nom compliqué et un prix exorbitant. Mais pour le soutien hormonal, la purification du sang et l'inflammation cutanée chronique, le trèfle rouge est actuellement très en vogue. Toujours en train de guérir, toujours en train de donner généreusement, toujours en attente que quelqu'un se souvienne de son nom. Numéro 6. Pécélane, Portulaca olaratia. L'herbe riche en oméga 3 dont votre cœur a besoin. La pécélane est peut-être la variété de cannabis la plus mal comprise sur le plan nutritionnel de toute cette liste. Cette plante grasse rampante aux tiges épaisses rougeâtres et aux petites fleurs jaunes est constamment arrachée des potagers, souvent par des personnes qui viennent de finir de payer leur supplément d'oméga 3 au magasin de produits diététiques. Portulaca olaria contient plus d'acides gras oméga 3 que presque toutes les autres plantes sur Terre. On parle d'une mauvaise herbe dont les niveaux d'acide alpha-linolénique rivalisent avec ceux des graines de lin. Il contient également des quantités importantes de vitamines A, C et E, ainsi que du magnésium, du calcium et du potassium. Des chercheurs étudiant les régimes alimentaires des populations de Grèce et des cieux, où les taux de maladies cardiaques étaient historiquement faibles, ont constaté que le pelane poussait partout et était consommé régulièrement comme légume à salade. La teneur en oméga 3 est extrêmement importante, car les oméga 3 ont des propriétés anti-inflammatoires fondamentales. L'inflammation chronique est à l'origine des maladies cardiaques, de l'arthrite et de la plupart des maladies dégénératives modernes. Pécélane fournit gratuitement, directement extrait du sol, une dose significative des composés que la médecine moderne vend aujourd'hui sous forme de capsules. Dans la région méditerranéenne, au Moyen-Orient et en Asie, l'usage traditionnel du pelane était considéré à la fois comme un aliment et un médicament contre la fièvre, l'inflammation et les troubles urinaires. Les recherches modernes confirment ses effets anti-inflammatoires et antioxydants, en accord avec son profil nutritionnel impressionnant. Voici son utilisation pratique. Les jeunes tiges et feuilles de pelane sont douces, légèrement mucilagineuses et excellentes crues en salade ou légèrement sautées comme légumes. Elles prospèrent en été, lorsque les jardins sont chauds et secs, conditions qui font flétrir la plupart des autres plantes vertes. Le peclane a été déclaré mauvaise herbe à la même époque, où les aliments transformés ont remplacé les aliments naturels. Ce n'est pas un hasard si le timing est choisi. Imaginez-le comme le rayon des compléments alimentaires qui pousse entre vos rangées de légumes, ne demandant qu'à être consommés. Numéro 7. Le quartier d'agneau. Album Chenopodium. L'épinard sauvage qui surpasse celui du jardin. Le chénopode blanc est une grande plante herbacée en forme de losange dont les jeunes feuilles sont recouvertes d'une poudre blanche qui pousse chaque été dans les sols de jardins perturbés. La plupart des jardiniers l'arrachent sur place. Nos ancêtres auraient été déconcertés par cette décision. Le Chenopodium album est consommé comme légume sauvage nutritif en Europe, en Asie et en Amérique depuis des milliers d'années. Et son profil nutritionnel justifie pleinement cette histoire. Le chénopode blanc est plus riche en calcium, en fer, en protéines et en vitamines A et C que les épinards cultivés. À teneur calorique égale, c'est l'un des légumes à feuilles les plus riches en nutriments, qu'ils soient sauvages ou cultivés. Outre ses propriétés nutritionnelles, la plante favorise la digestion grâce à sa teneur en fibres et à ses composés légèrement amers qui stimulent les sécrétions digestives.
Les usages traditionnels incluaient également l'application topique des feuilles broyées pour les irritations cutanées mineures et les piqûres d'insectes. L'avantage principal est simple. Dans un monde où une véritable densité nutritionnelle est de plus en plus difficile à trouver, où les épinards commerciaux sont cueillis tôt, transportés sur de longues distances et stockés longtemps, le chénopode blanc offre quelque chose de rare. Des nutriments sauvages cultivés dans un sol vivant, sans rien ajouter ni rien enlever. Les jeunes feuilles sont les meilleures. Récoltez-les avant que la plante ne monte en graines et utilisez-les exactement comme vous le feriez pour des épinards. Crus en salade, sautés à l'ail, mixés dans des smoothies ou réduites en purée pour agrémenter les soupes. Son goût est doux, terreux et vraiment bon. Le chénopode blanc a été qualifié de mauvaise herbe dès l'instant où nous avons décidé que les jardins devaient être ordonnés et contrôlés plutôt qu'abondants et sauvages. Mais elle continue de pousser dans vos plates-bandes en ce moment même, offrant patiemment une meilleure nutrition que ce que vous avez planté, si seulement vous arrêtiez de l'arracher. Numéro 8. L'ortie, Ertica deioa, la piqûre qui guérit. L'ortie est une plante qui se défend. La plupart des gens gardent un souvenir d'enfance, celui d'un simple contact avec cette plante qui a immédiatement provoqué une éruption cutanée brûlante et piquante durant 1 heure. Et la plupart des gens passent le reste de leur vie à l'éviter. C'est là l'une des grandes occasions manquées de la médecine traditionnelle. Le Erica dioa est l'une des plantes les plus riches en minéraux qui poussent à l'état sauvage dans les climats tempérés. Fer, calcium, magnésium, potassium, silice, vitamines A, C et K. La cuisson ou le séchage de la plante neutralise complètement son pouvoir urticant, laissant place à l'un des légumes sauvages les plus nutritifs qui soient. Mais l'ortie a bien plus à offrir que des bienfaits nutritionnels. Cette plante possède des propriétés anti-inflammatoires avérées qui la rendent particulièrement précieuse pour les affections articulaires, l'arthrose et la polyarthrite rhumatoïde. Plus précisément, des études cliniques ont montré que l'extrait d'ortie inhibe les voies inflammatoires, et certains essais ont conclu à une efficacité comparable aux médicaments anti-inflammatoires pour les symptômes de l'arthrite, avec des effets secondaires considérablement réduits. Le plus surprenant, c'est peut-être que l'ortie est l'un des remèdes naturels les plus étudiés contre les allergies saisonnières. De nombreux essais cliniques ont démontré que la feuille d'ortie lyophilisée peut réduire les symptômes d'allergie, les éternuements, les démangeaisons et la congestion nasale, en agissant comme un antihistaminique naturel. C'est exactement le contraire de ce à quoi on pourrait s'attendre d'une plante connue, pour provoquer une réaction irritante lors d'une piqûre. Mais c'est là tout le génie de l'ortie. Les composés qui irritent la peau à l'état cru sont anti-inflammatoires lorsqu'ils sont correctement préparés. La préparation traditionnelle comprend la tisane d'ortie à partir de feuilles séchées, la soupe d'ortie à base des jeunes pousses printanières, ou la teinture pour un soutien anti-inflammatoire et anti-allergique concentré. L'ortie était crainte et évitée à cause d'une seule piqûre. Parallèlement, l'industrie pharmaceutique vend le même médicament contre les allergies pour 12 $ la boîte. Imaginez une plante qui exige le respect par sa piqûre, mais qui rend bien plus qu'elle n'a jamais pris. Numéro 9. Hiro achillea. L'herbe du soldat qui arrête les saignements. L'Achillée millefeuille possède l'une des histoires les plus riches de toute la phytothérapie. Le nom botanique Achillea provient de la légende d'Achille, qui aurait utilisé l'Achillée millefeuille pour arrêter les saignements des blessures de ses soldats sur le champ de bataille. Et dans toutes les cultures, des tribus amérindiennes aux herboristes européens en passant par la médecine traditionnelle chinoise, l'Achillée millefeuille a toujours joué le même rôle. Arrêter le saignement, soigner la plaie. Cette découverte convergente à travers des civilisations indépendantes n'est pas une coïncidence. L'Achillea ofoglyum contient des composés appelés achiènes,
qui ont de véritables effets hémostatiques. Ils accélèrent la coagulation et réduisent le temps de saignement. Des études confirment ces effets, validant ainsi des milliers d'années de médecine de guerre. Mais Hero ne s'arrête pas là. C'est à la fois chauffant et vulnéraire. Elle arrête les saignements et favorise simultanément la cicatrisation des plaies. Les herboristes traditionnels utilisaient également l'achillée millefeuille comme antipyrétique, préparant une infusion chaude pour provoquer la transpiration et faire baisser la fièvre, et comme tonique amer pour les troubles digestifs. Toute la partie aérienne de la plante a des propriétés médicinales. Les feuilles plumeuses, les grappes plates de fleurs blanches ou roses pâles. Vous pouvez préparer une infusion à usage interne pour réduire la fièvre et l'inflammation, ou appliquer directement des feuilles fraîches écrasées sur les coupures et les éraflures pour arrêter les saignements et prévenir l'infection. Sur le terrain, sans matériel de premier secours, appliquer une poignée de Hero frais sur une plaie n'est pas une superstition populaire. Il s'agit de premiers secours pratiques et fondés sur des preuves. L'achillée millefeuille pousse à l'état sauvage en Amérique du Nord et en Europe, produisant ses feuilles de fougères caractéristiques et ses grappes de fleurs plates dans les prairies, au bord des routes et dans les zones perturbées tout au long de l'été. Elle est abondante, facile à identifier et compte parmi les plantes les plus précieuses que vous puissiez apprendre à reconnaître. Hero est tombé dans l'oubli parce que nous avons développé des agents coagulants et des antiseptiques synthétiques. Mais pour quiconque passe du temps en plein air, à faire de la randonnée, à cultiver la terre, à travailler avec des outils, savoir que l'ortie pousse à proximité et peut arrêter une coupure hémorragique en quelques minutes est une connaissance véritablement précieuse dont personne ne devrait se passer. Numéro 10. Gaillet gratteron apparent, le nettoyant lymphatique qui adhère à tout. Le gaillet gratteron est la plante qui s'accroche à vos vêtements, à votre chien et à vos chaussettes, chaque fois que vous traversez une haie ou un coin de herbe haute. Ses tiges adhérentes et ses gousses en faisaient une véritable nuisance durant mon enfance. Mais les herboristes traditionnels la considéraient comme l'une des plantes les plus importantes pour le système lymphatique, le réseau interne d'élimination des déchets du corps. Le Gaelium apparenne est utilisé depuis longtemps comme tonique lymphatique dans la médecine traditionnelle européenne. Le système lymphatique est le réseau circulatoire secondaire de votre corps, chargé d'éliminer les débris cellulaires, les cellules immunitaires et les déchets métaboliques des tissus. Lorsque l'organisme s'enraye, comme c'est souvent le cas avec les modes de vie sédentaires et les régimes alimentaires inflammatoires, les symptômes peuvent inclure des ganglions enflés, des problèmes de peau, de la fatigue et une diminution des fonctions immunitaires. Le gaillet gratteron était traditionnellement utilisé comme tonique printanier pour favoriser le drainage lymphatique et la détoxification après l'hiver. Cette plante est également utilisée en application locale pour traiter les affections cutanées, notamment celles associées à la congestion lymphatique, à l'acné chronique, aux kystes et aux ganglions lymphatiques enflés sous la peau. La préparation est simple et meilleure lorsqu'elle est effectuée fraîche. Mixer ou extrayer le jus de la plante fraîche. Les gaillets couronnés séchés, utilisés en infusion, conservent une certaine activité, mais les gaillets frais sont bien plus efficaces. Le gaillet gratteron a été oublié parce que le système lymphatique lui-même a été oublié par la médecine conventionnelle. Nous avons bâti tout un système médical autour du sang et des organes, en ignorant largement le système lymphatique, jusqu'à ce que les taux de maladies chroniques rendent les conséquences impossibles à ignorer. Le gaillet gratteron continue de pousser dans chaque haie, continuant à faire ce qu'il a toujours fait, attendant toujours que nous nous souvenions que nettoyer le système est aussi important que de combattre ce qui l'infecte. Maintenant, si vous êtes toujours avec moi et que vous commencez à réaliser à quel point la guérison s'est littéralement opérée sous vos pieds, rendez-moi un immense service. Cliquez sur le bouton « J'aime » dès maintenant.
Cela permet à cette vidéo d'atteindre les personnes qui en ont assez de considérer les mauvaises herbes comme des ennemis et qui sont prêtes à les voir comme des alliés. Et si vous n'êtes pas encore abonné à Homestead Roots, cliquez sur le bouton d'abonnement et activez les notifications. Nous construisons une communauté de personnes qui privilégient la souveraineté à la commodité. Des personnes qui savent se nourrir et se soigner, quel que soit l'état du monde. J'adorerais que vous en fassiez partie. Passons maintenant à la deuxième partie, et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Numéro 11. Violette. Les espèces de viola. La douce guérisseuse aux violettes sauvages violettes. Ces petites fleurs violettes, aux feuilles en forme de cœur, sont parmi les plantes médicinales les plus douces et les plus utiles que l'on puisse trouver, et pourtant parmi les plus négligées. Les espèces de viola sont utilisées depuis longtemps dans les traditions européennes et amérindiennes pour traiter les affections respiratoires, notamment pour apaiser les muqueuses de la gorge et des poumons. Les feuilles et les fleurs contiennent du mucilage, un composé enrobant et glissant qui apaise les tissus irrités. Le usage traditionnel comprenait la tisane de feuilles de violette pour soulager la toux, les maux de gorge et les bronchites légères, en particulier les formes sèches et irritantes où la gorge et les voies respiratoires sont à vif et enflammées. Outre leurs bienfaits pour le système respiratoire, les feuilles de violette sont riches en vitamines A et C et possèdent de douces propriétés anti-inflammatoires. Elles ont été utilisées comme plantes lymphatiques douces, cousines plus douces du gaillet gratteron, et comme remède topique contre l'inflammation cutanée et les maux de tête. Les fleurs sont comestibles et magnifiques, traditionnellement ajoutées aux salades, cristallisées en garniture ou infusées dans du miel. Les feuilles peuvent être séchées pour le thé ou utilisées fraîches en cuisine comme légumes verts doux et nutritifs. Voici ce qui rend la violette particulièrement précieuse. C'est l'une des plantes médicinales les plus douces qui soient. Sans danger pour les enfants, sans danger pour les constitutions sensibles, appropriée pour les affections bénignes où un traitement plus puissant pourrait être excessif. Pour un enfant souffrant d'une toux sèche et irritante ou d'un mal de gorge qui ne nécessite rien d'agressif, la tisane de violette est idéale. La violette a été négligée parce qu'elle est petite et décorative, et qu'elle ne ressemble pas à un médicament, mais parfois les remèdes les plus puissants se cachent sous les plus beaux déguisements. Numéro 12. Bursa pasteur, Capsella bersa pastorus. La minuscule plante qui arrête les hémorragies importantes. La Bursa pasteur est l'une des plantes les plus petites et les plus discrètes de cette liste. Cette petite mauvaise herbe aux gousses triangulaires qui ressemble à des bourses d'antan pousse dans les fissures du trottoir, en bordure de jardin, dans tout sol nu et remué. Vous êtes passé devant des milliers de fois sans même y jeter un second regard. Mais Capsella bersa pastorus possède un usage médicinal spécifique et bien documenté qui l'a rendu indispensable dans la médecine traditionnelle européenne et chinoise pour arrêter les saignements excessifs, notamment les saignements utérins. Les herboristes l'utilisaient pour les règles abondantes, les hémorragies post-partum et d'autres affections impliquant une perte de sang anormale ou excessive du système reproducteur. Des recherches modernes ont identifié dans la Bursa pasteur des flavonoïdes et des peptides qui ont des effets vasoconstricteurs et hémostatiques. Ils provoquent la contraction des vaisseaux sanguins et accélèrent la coagulation. Son usage traditionnel comprend également la cicatrisation générale des plaies et le soutien de la santé circulatoire. Ce n'est pas une plante destinée à un usage quotidien occasionnel. Il s'agit d'un remède ciblé, à l'application spécifique, particulièrement apprécié des femmes souffrant d'irrégularités menstruelles et de saignements abondants. Les herboristes traditionnels l'associaient souvent à l'iro, pour un effet hématique renforcé. La plante est préparée en infusion à partir des parties aériennes séchées ou en teinture. Son goût est doux et il est facile à préparer. La Bursa pasteur a été oubliée en partie
parce que la santé des femmes a été systématiquement négligée par la médecine conventionnelle pendant la majeure partie de l'ère moderne. Les problèmes, comme les règles abondantes, étaient soit ignorés, soit traités avec des médicaments hormonaux comportant leurs propres risques. Pour les femmes recherchant un soutien à base de plantes, pour les irrégularités menstruelles, la Boursa Pasteur est l'un des remèdes les plus fiables et spécifiques utilisés depuis toujours. Numéro 13. Quai jaune. Rhume X croustillant. La racine qui réveille un système léthargique. L'oseille crépue est une grande plante herbacée aux feuilles caractéristiques à bords frisés et aux épis bruns rougeâtres qui poussent dans les champs, en bordure de route et sur les terrains remués. C'est dans la racine pivotante profonde, jaune à l'intérieur, qui donne son nom à la plante, que réside le principe actif. La racine de Rumex crispus est utilisée depuis des siècles comme ce que les anciens herboristes appelaient une alternative. Une plante qui améliore progressivement la capacité du corps à traiter et à éliminer les déchets. Plus précisément, la patience crépue soutient le foie grâce à des composés amers qui stimulent la production de bile, facilitent la digestion et soulagent la constipation grâce à une action douce des anthraquinones et, peut-être plus important encore, améliore l'absorption du fer. La patience crépue est l'une des sources végétales les plus riches en fer biodisponible, et elle contient des composés qui améliorent la capacité du corps à absorber le fer provenant des aliments. Pour les personnes souffrant d'anémie fériprive, en particulier les femmes ayant des règles abondantes et qui perdent régulièrement du fer, l'oseille crépue associée à la tisane d'ortie est l'une des approches traditionnelles les plus efficaces. Il ne s'agit pas d'un substitut aux soins médicaux dans les cas graves, mais d'un soutien précieux et gratuit. L'approche traditionnelle consiste à utiliser de petites doses régulières de tisane ou de teinture d'oseille jaune pour améliorer progressivement la digestion, soulager la constipation chronique et soutenir le travail de détoxification du foie. Avec le temps, de nombreuses personnes ont constaté que leurs problèmes de peau persistants disparaissaient à mesure que leur digestion s'améliorait. Parce que la santé de la peau reflète souvent le fonctionnement interne, la patience crépue a été oubliée lorsque les laxatifs et les suppléments de fer sont devenus la norme. Mais ces méthodes contraignent le corps à réagir au lieu de favoriser son fonctionnement naturel. Le jaune agit plus en douceur, rappelant à votre corps comment faire ce qu'il est censé faire. C'est la plante qui ne fait pas le travail à votre place. Cela aide simplement votre système à se souvenir comment faire. Numéro 14. Mugwort, Armia vulgaris. L'herbe ancestrale des rêves et de la digestion. L'armoise est une grande plante aromatique aux feuilles argentées qui pousse sur les terrains vagues, en bordure de route et le long des clôtures. Son usage médical est si ancien qu'il figure dans les plus anciens textes d'herboristerie écrits qui existent, dans la Rome antique, l'Europe médiévale et dans toute la médecine traditionnelle asiatique, simultanément. Artemisia vulgaris remplit deux rôles traditionnels principaux. Le premier est digestif. L'armoise est une herbe amère et puissante qui stimule la production de sucs digestifs. La salive, l'acide gastrique et la bile en font un allié précieux en cas de digestion lente, de perte d'appétit et de ballonnement. Ce sont les composés amers appelés lacone sesquiterpines qui sont responsables de cet effet et ils figurent parmi les stimulants digestifs les plus reconnus en phytothérapie. Le second rôle traditionnel est plus inhabituel. L'armoise est utilisée dans de nombreuses cultures comme une plante associée à des rêves vifs et à un meilleur sommeil. Les herboristes traditionnels placent de l'armoise séchée sous les oreillers ou la font infuser en tisane légère avant de se coucher pour favoriser des rêves plus profonds, plus vifs et plus mémorables. Le mécanisme n'est pas entièrement compris par la recherche moderne, mais on sait que la thugone et d'autres composés aromatiques de la plante ont des effets légers sur le système nerveux. Cette plante est également traditionnellement utilisée pour favoriser la circulation sanguine et réguler les menstruations.
Les espèces d'Artemisia ont été utilisées dans différentes cultures pour soutenir et réguler le cycle menstruel. Note importante, l'armoise doit être évitée pendant la grossesse car elle est traditionnellement utilisée comme aménogue, une plante qui stimule les contractions utérines. L'armoise tomba dans l'oubli en Occident lorsque la science des rêves et la valeur des amers digestifs se démodèrent simultanément. C'est la plante qui fait le lien entre la conception ancestrale, de la digestion et du sommeil comme des systèmes interconnectés. Une chose que la médecine moderne commence à peine à redécouvrir. Numéro 15. La camomille sauvage. Matricaire chamomilla. Le remède apaisant qui pousse dans les champs. Si vous avez déjà traversé une prairie ensoleillée en été et senti une odeur de pommes sucrées émanant de petites fleurs blanches de marguerite près du sol, vous avez trouvé de la camomille sauvage. La camomille matricaire, Matricaria chamomilla, est l'une des plantes médicinales les plus étudiées au monde et l'une des plus sûres. Les preuves de l'efficacité de la camomille contre l'anxiété et la dépression légère sont nombreuses et cohérentes. De nombreux essais cliniques montrent que l'extrait de camomille réduit l'anxiété et améliore l'humeur. Pour favoriser le sommeil, l'apénine contenue dans la camomille se lie aux mêmes récepteurs cérébraux que les médicaments à base de benzoazépine, produisant un effet calmant sans risque de dépendance ni de gueule de bois. Pour les problèmes digestifs, la camomille détend les spasmes intestinaux, réduit les gaz et les ballonnements et apaise l'inflammation de la muqueuse intestinale. Pour la peau, la camomille possède des propriétés anti-inflammatoires bien documentées, utiles en cas d'eczéma, d'éruption cutanée et d'irritation cutanée. Cette plante possède l'une des bases de preuve les plus solides de toutes les herbes de cette liste, et elle pousse à l'état sauvage dans les champs d'Amérique du Nord et de Europe, libre de toute récolte. La préparation traditionnelle, une infusion forte de fleurs séchées, infusée pendant 10 minutes, et bu chaude avant le coucher ou entre les repas, reste la solution idéale, plus concentrée que la plupart des infusions de camomille du commerce, souvent trop faibles pour produire des effets significatifs. Utilisez une cuillère à soupe pleine de fleurs séchées par tasse. Laissez infuser à couvert pour conserver les huiles volatiles et laissez agir. La camomille a été commercialisée puis diluée. Les sachets de thé vendus en supermarché contiennent souvent trop peu de matière active pour produire de réels effets, ce qui a fait croire aux gens que la camomille ne fonctionne pas. Ça fonctionne quand on en utilise suffisamment. La camomille sauvage, correctement préparée, reste l'un des remèdes calmants les plus doux et les plus efficaces à la disposition de quiconque souhaite apprendre à l'identifier. Numéro 16. Prunelle commune, Prunella vulgaris. La plante qui a donné son nom à sa fonction, la plante elle-même, s'appelle littéralement auto-guérison ou guérisseuse universelle, ce qui en dit long sur la façon dont nos ancêtres l'apercevaient. La prunelle commune, Prunella vulgaris, était utilisée pour pratiquement tous les types de plaies, maux de gorge, aphtèes ou inflammations tissulaires. Et les gens lui faisaient suffisamment confiance pour lui attribuer le nom le plus rassurant de la phytothérapie. Les recherches modernes confirment cette confiance. Les études montrent que l'auto-guérison possède de véritables propriétés cicatrisantes, des effets anti-inflammatoires et, chose particulièrement importante, une activité antivirale. Des extraits de Prunella vulgaris ont démontré une activité contre les virus de l'herpès, la grippe et d'autres agents pathogènes viraux lors d'études en laboratoire. La plante contient de l'acide rosmarinique, un puissant antioxydant et anti-inflammatoire, ainsi que de l'acide ursolique et d'autres composés aux effets bénéfiques confirmés sur le système immunitaire. L'auto-guérison agit particulièrement bien sur les muqueuses. Cela en fait un excellent remède contre les aphtèes, les maux de gorge et les inflammations des tissus de la gorge et de la bouche, endroit où l'application directe de médicaments est difficile. Un thé fort utilisé en gargarisme peut apporter un soulagement en quelques heures. Les feuilles fraîches écrasées, appliquées sur les petites plaies,
favorisent une cicatrisation visible. Cette plante pousse au ras du sol dans les pelouses et les prairies, produisant de petites épis de fleurs violettes dont les abeilles raffolent. C'est l'une des mauvaises herbes les plus courantes dans les pelouses des climats tempérés, ce qui signifie que cette plante aux propriétés immunostimulantes, antivirales et cicatrisantes pousse très probablement dans votre pelouse en ce moment même. L'auto-guérison a disparu de la médecine conventionnelle tout simplement parce qu'elle est courante et non rentable. Mais pour les boutons de fièvre, les aftes, les maux de gorge et les plaies qui ont besoin d'être aidées pour bien cicatriser, l'auto-guérison est toujours là, toujours efficace, toujours à la hauteur du nom que lui ont donné nos ancêtres. Imaginez une plante qui a pris la guérison tellement au sérieux qu'elle en a fait une partie intégrante de son identité. Numéro 17. Lierre terrestre. Glaucomatia. Le lierre terrestre, cette petite plante rampante aux feuilles arrondies et festonnées et aux minuscules fleurs violettes, souvent oubliées, une odeur aromatique distincte se dégage lorsqu'on froisse les feuilles. Un parfum herbacé vif, presque mentholé, et cet arôme est un indice de son action. La glaucomatie est utilisée depuis longtemps en phytothérapie européenne, notamment pour traiter les affections respiratoires et sinusales. Les guérisseurs traditionnels l'utilisaient pour les rhumes, la congestion des sinus et cette sensation de lourdeur qui s'installe dans les sinus et refuse de partir. La plante agit comme un expectorant et un décongestionnant doux, aidant à fluidifier et à évacuer le mucus des sinus et des voies respiratoires supérieures. Les huiles essentielles aromatiques du lierre terrestre, notamment le thymol et les composés apparentés, ont de légers effets antimicrobiens et décongestionnants. L'usage traditionnel incluait également le lierre terrestre comme tabac à priser. Feuilles séchées et réduites en poudre, à inhaler doucement par le nez pour soulager les problèmes de sinus chroniques. Une infusion forte ou une inhalation de vapeur au-dessus d'un bol de thé chaud reste une approche moderne plus pratique. Le lierre terrestre possède également une légère action anti-inflammatoire et était utilisé comme tonique printanier général et utilisé comme plante purificatrice après l'hiver. Le lierre terrestre a été oublié en partie parce que la médecine moderne traite les problèmes de sinus avec des médicaments décongestionnants qui resserrent les vaisseaux sanguins dans tout le corps, provoquant une élévation de la pression artérielle et d'autres effets systémiques pour résoudre un problème dans une petite zone. Le lierre terrestre agit localement et en douceur. Cela ne force pas le corps. Il soutient ce que le corps essaie déjà de faire et il pousse librement dans chaque pelouse ombragée. Numéro 18. Malo, malva, négligé. Pour apaiser les intestins. Vous avez tondu par-dessus la mauve commune, cette mauvaise herbe arrondie aux petites fleurs roses qui poussent dans chaque fissure de trottoir, allées de jardin et parcelles de terre remuées. La plupart des gens n'y ont jamais réfléchi à deux fois. Les herboristes traditionnels lui accordaient une grande importance, notamment pour apaiser les intestins, la gorge et les poumons. Malva neglecta appartient à la famille des malvacées, célèbre dans toute la phytothérapie pour une propriété clé, le mucilage. Les feuilles, les fleurs et les graines de la mallow sont riches d'une substance enrobante épaisse et glissante, qui apaise et protège les muqueuses irritées partout où elles se trouvent dans le corps. En cas de mal de gorge ou de toux sèche et irritante, le thé mallow tapisse la gorge et les voies respiratoires comme aucun médicament ne peut le faire, procurant un soulagement mécanique et physique des frottements et des irritations, tandis que ces composés anti-inflammatoires agissent en profondeur. Pour le syndrome du côlon irritable, la gastrite et l'inflammation intestinale, les boissons au thé mallow agissent sur l'ensemble du tube digestif, apaisant les tissus enflammés de l'œsophage au côlon. L'usage traditionnel dans la médecine européenne et moyen-orientale est resté constant. Mallow pour tout ce qui a besoin d'être apaisé, enduit et calmé, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur.
Le même mucus qui apaise l'intestin adoucit et apaise également la sécheresse. Peau irritée, présentant du pus ou de l'huile imprégnée. La préparation est simple. Préparez une infusion à froid. Le mucilage de malo s'extrait en fait mieux à l'eau froide qu'à l'eau chaude, en faisant tremper les feuilles et les fleurs dans de l'eau froide pendant plusieurs heures. Filtrer et boire. Le résultat est une boisson légèrement visqueuse, au goût subtil, et l'une des plus apaisantes qui soit pour toute personne souffrant de troubles intestinaux. Malo a été ignoré parce que la médecine moderne préfère supprimer l'inflammation par des moyens pharmacologiques, plutôt que de l'apaiser physiologiquement. Malo ne combat pas, il apaise. Et parfois, c'est exactement ce dont la guérison a besoin. Numéro 19. Queue de renard. Espèce de cétaria. La céréale de survie méconnue aux bienfaits discrets. La queue de renard est une mauvaise herbe aux épis hérissés caractéristiques, ressemblant à de doux goupillons qui poussent dans les champs cultivés, les jardins et les zones perturbées tout au long de l'été. La plupart des agriculteurs la considèrent comme un ravageur, mais la cétère appartient au genre Sataria, le même genre que le millet des oiseaux, l'une des plus anciennes céréales cultivées de l'histoire de l'humanité, cultivée en Chine depuis au moins 8000 ans. L'utilisation traditionnelle en médecine traditionnelle asiatique comprenait le millet des oiseaux et ses proches parents sauvages pour le soutien de la santé urinaire en tant que diurétique léger pour soutenir la fonction rénale et réduire la rétention d'eau. Ces graines sont également utilisées depuis longtemps comme source de nourriture d'urgence, avec un profil nutritionnel raisonnable comprenant des glucides, des protéines et des minéraux. Les graines des cétères communes sont petites, mais comestibles. Ils étaient consommés en période de famine et utilisés dans des contextes de survie tout au long de leur histoire. Le rôle traditionnel de cette plante en tant que tonique urinaire léger est étayé par ses composés diurétiques légers. Bien que les recherches cliniques modernes et rigoureuses, sur la cétère sauvage en particulier, soient limitées dans un contexte d'autosuffisance, la cétère représente quelque chose d'important. Le principe selon lequel presque toutes les plantes qui poussent spontanément sur votre terrain a une certaine valeur. Nutritionnelle, médicinale ou écologique. Les mauvaises herbes qui poussent le plus agressivement dans votre sol réagissent souvent exactement aux besoins de ce sol et de cet endroit. Le fil de fer est un rappel qu'il faut regarder avant de tirer. La préparation traditionnelle des graines consiste à récolter les épis à maturité, à les battre pour en extraire les graines et à les cuire comme du millet ou à les moudre en farine. La tradition médicinale utilise une infusion douce de graines pour favoriser la fonction urinaire. Numéro 20. La knotweed, Polygonum aviculare, la mauvaise herbe du trottoir qui renforce ce qui est en train de se décomposer. Et nous voici au numéro 20, celui que j'ai gardé pour la fin. L'entrée la plus improbable de toute cette liste. La minuscule mauvaise herbe rampante qui pousse à plat contre le sol dans chaque fissure du trottoir. Chaque bordure d'allée, chaque chemin de gravier compacté, celui sur lequel vous avez marché plus de fois que n'importe quelle autre plante de cette liste. La renouée aviculare, Polygonum aviculare, n'est pas la renouée du Japon, une espèce invasive qui domine les berges des rivières. C'est cette humble plante annuelle rampante qui prospère même sur les sols les plus durs, les plus compactés et les plus négligés qu'on puisse imaginer. Et sa résilience, il s'avère, est un indice de ce qu'elle offre. La knotweed contient des quantités importantes de quercétine, de routine et d'autres flavonoïdes, dont les effets bénéfiques sur la santé des vaisseaux sanguins sont bien documentés. La rutine, en particulier, a été étudiée pour sa capacité à renforcer les parois capillaires, les vaisseaux sanguins les plus petits et les plus fragiles de l'organisme. Cela est extrêmement important pour les personnes souffrant d'affections telles que la fragilité vasculaire, les ecchymoses faciles, les varicosités, les hémorroïdes,
l'insuffisance vésicale chronique et la rosacée. La plante possède également de véritables propriétés astringentes et anti-inflammatoires. La médecine traditionnelle européenne et chinoise utilisait la mélisse pour traiter la diarrhée, car ses tanins tonifiaient et resserraient la muqueuse intestinale enflammée, pour les infections respiratoires et en application locale pour les plaies et les inflammations cutanées. Des études confirment les effets anti-inflammatoires et soutiennent l'utilisation traditionnelle des plantes à racines pour la santé vasculaire. Des compléments alimentaires pharmaceutiques sont vendus pour renforcer les capillaires. La knotweed fournit naturellement le même composé sous forme de thé. Voici la préparation. Une infusion préparée avec les parties aériennes séchées. Doux, légèrement astringent, facile à boire, utilisé régulièrement pendant des semaines et des mois pour le travail lent et constant de renforcement des tissus et des vaisseaux sanguins. Ce n'est pas dramatique. Cela ne produit pas un effet instantané que vous pouvez ressentir en 1 heure. Elle permet d'effectuer le genre de travaux de réparation structurelle en profondeur que seule la patience et la constance peuvent réaliser. La knotweed a été négligée parce qu'elle pousse dans les pires endroits possibles, piétinée, là où rien d'autre ne le peut. C'est la plante qui survit, là où toutes les autres abandonnent. Et il s'avère que la chimie qui lui permet de résister à la compression et à la négligence est la même chimie qui aide les tissus humains à rester cohérents sous la pression. Et voilà, 20 mauvaises herbes communes, ces plantes que vous avez arrachées, pulvérisées, tondues et maudites toute votre vie, et qui comptent en réalité parmi les remèdes les plus puissants que la nature ait jamais produits. Voici la vérité qui relie tout cela. L'industrie pharmaceutique n'a pas remplacé la médecine par les plantes, parce que les plantes ont cessé de fonctionner. Les plantes n'ont jamais cessé de fonctionner. Ce qui a changé, c'est que quelqu'un s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas breveter un pissenlit. Je ne pourrais pas vous vendre quelque chose que votre pelouse vous offre gratuitement. Le savoir fut donc enfoui, l'éducation disparut, et des générations de personnes grandirent en considérant leurs remèdes locaux les plus puissants comme des nuisances. Mais les plantes n'ont pas bougé. Elles sont encore dans votre pelouse, encore dans les fissures de votre trottoir, encore en train de pousser le long de toutes les routes que vous avez empruntées. Le savoir fut la seule chose qui se soit jamais perdue. Et c'est ce que nous pouvons récupérer. Commencez simplement par apprendre à identifier une plante. Pissenlit, plantain, ortie, quelque chose qui pousse près de chez vous en ce moment. Apprenez à la connaître, récoltez-la correctement, utilisez-la en toute sécurité et observez ce qui se passe lorsque vous cessez de lutter contre votre terre et commencez à collaborer avec elle. Si cette vidéo vous a ouvert les yeux sur ce qui était pourtant évident, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton « J'aime ». Cela permet à cette chaîne d'atteindre les personnes prêtes à se réapproprier ce savoir. Laissez un commentaire ci-dessous. Dites-moi quelle mauvaise herbe vous a le plus surpris. Lequel allez-vous rechercher cette semaine? Et si vous n'êtes pas encore abonné à Homestead Roots, qu'attendez-vous? Cliquez sur le bouton « S'abonner » et activez la cloche de notification. Chaque semaine, nous sommes là pour déterrer les connaissances qui avaient été enfouies. Une plante oubliée, un remède traditionnel, un acte de souveraineté à la fois. Le médicament est déjà en production. Il suffit de se rappeler comment voir.